reçois aujourd'hui Omar Porras, metteur en scène, acteur, qui a fondé il y a 25 ans le théâtre Malandro à Genève, et qui l'a fondé et qui le dirige, qui a reçu en 2014 le prix Reinhardt, prix prestigieux. Bien, donc aujourd'hui, les énigmes vont être partagées avec Omar Porras. Bon, quelle énigme allons-nous partager? Moi, je prendrai une première question, c'est celle de la surprise. Parce qu'en fait, chaque fois que j'ai vu un de vos spectacles, ce qui m'a le plus perturbé, troublé, passionné, c'est cet effet de bousculement, de décalage dans tout ce que je connaissais, même que j'imaginais de la façon dont on pouvait représenter un texte. Et cet effet de surprise, voilà, d'étonnement, c'est ce qui est au centre de la première chose que je voulais vous demander. Est-ce que pour vous, ça... Très bien. L'effet de surprise. Vous venez aussi de dire ce terme, ce mot étonnement. Je pense que le théâtre est essentiellement fondé sur ces principes de l'étonnement, de la surprise. Je pense qu'on est en permanence en train de chercher cet état d'étonnement, cet état de surprise. Et dans mon travail, je pense que si on n'est pas étonné, on arrive soi-même, on n'arrive pas à étonner l'autre. Et constamment, autant que metteur en scène, je dois chercher aussi cet endroit de surprise, de surprendre l'acteur, le surprendre avec quelque chose que peut-être lui, il connaît mais qu'il ne le réalise pas, le surprendre à l'endroit où il ne s'attend pas. Et finalement, notre travail, c'est de travailler avec l'imprévisible, avec quelque chose d'inconnu. Quand on est trop sûr de quelque chose qu'on veut représenter, je pense qu'on tombe facilement dans cet endroit qui est très délicat, qui s'appelle l'ennui. Mais parce que ce que vous venez de dire, on pourrait absolument, mot après mot, le dire pour la séance de psychanalyse. La séance de psychanalyse, c'est quelque chose de répétitif pour qu'il se produise de l'inattendu. Hein, c'est de la surprise. Ce qui caractérise l'inconscient, c'est la surprise, les surprises de l'inconscient. Donc là, c'est très étonnant. Il faut que je prenne le sous-texte précis de ce que vous avez dit exactement pour la psychanalyse. Vous savez, j'ai une question qui m'est... je crois que j'ai posé... Enfin, qui me vient quand on discute avec un homme de théâtre, et qui fait mention justement sur, oui, cet effet surprise. Alors avec vous, effectivement, c'est très fort. Mais comment arriver à maintenir la surprise? C'est une question presque bête et technique, mais tout au long des représentations. Comment maintenir l'improvisation, quelque part, ou ce sentiment de surprise. Alors, chez le spectateur qui voit pour la première fois, je peux comprendre, mais l'acteur, vous avez justement dit, et je pensais au fondement de la question, c'est comment maintenir cette imprévisible, cette surprise chez l'acteur qui répète les mêmes scènes pendant 2 semaines, 1 mois. Comment est-ce qu'on arrive à réaliser cela? Nous sommes placés en ce moment sur un tapis. Nous sommes commodes. Nous avons déjà, depuis quelques minutes, trouvé un sujet. Nous sommes dans une sorte de stabilité.
Et si quelqu'un venait tirer les tapis, et les cadres des caméras, notre conversation peut changer. Et parce qu'il y a un sujet. Et dans mon travail, moi, je suis celui qui tire les tapis en permanence. C'est-à-dire chercher cette déstabilisation. Et certains acteurs ne supportent pas ça. Mais je considère que c'est des acteurs qui sont peut-être formés pour interpréter. Parce qu'il y a des manières différentes de voir. Il y a des excellents interprètes. Mais l'interprétation, justement, consiste en quelque sorte à retrouver ce qu'on avait organisé et décidé. Ce qu'on sait déjà. Et moi, j'ai la sensation que l'acteur, en tout cas avec celui avec lequel je travaille, il doit être conscient que lui, en dehors d'être un interprète, il est aussi un créateur. Donc il est en permanence en création. Il est à la quête de quelque chose en permanence. On est en train de chasser, comme je l'ai appelé il y a 20 années, dans une improvisation. J'ai commencé à apprendre des choses, et puis l'autre comédien qui improvisait me demande que fais-tu? Et puis j'ai dit, je chasse des pispirispis. Puis il me dit, c'est quoi les pispirispis? Je lui dis, tu ne connais pas les pispirispis? Et puis les pispirispis, c'est un mot qui est sorti comme ça. Et du coup, dans notre méthode, on a gardé les pispirispis. Donc on est en train de chercher tout le temps de pispirispis. C'est quoi ces pispirispis? C'est un état, el duende, comme on peut l'appeler en Espagne, los cantadores, dans la tradition du flamenco, ils disent que s'il n'y a pas el duende, s'il n'y a pas cet esprit, cette sorte de magie ou quelque chose qui nous éclaire, on dit l'inspiration, on peut l'appeler aussi l'inspiration, il n'y a pas d'étonnement. Donc on doit accepter qu'on est en permanence en train de chercher quelque chose. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte d'anticipation de la surprise. Il faut se mettre dans un état qui la précipite, qui la permet, ou même qui l'anticipe. Enfin, en écoutant ça, je me dis, il y a une sorte de paradoxe là. C'est-à-dire, pour créer la surprise, il faut l'anticiper. Oui, il faut la provoquer. Il faut... Oui, provoquer plutôt qu'anticiper. Je pense que la provoquer... C'est quoi la différence entre provoquer et anticiper? Je pense que si je provoque dans une situation théâtrale, si j'anticipe quelque chose, moi, je prends le risque de ne pas surprendre, ni de ne pas me surprendre. Si je provoque, et c'est que, en fait, on travaille par l'effet d'action-réaction. Dans notre théâtre, nous pratiquons un entraînement qui est assez exigeant. C'est un entraînement physique et qui pousse le corps à un certain état de fatigue. Mais en même temps, cet état de fatigue provoque un état émotionnel et un état d'esprit, un état mental. Et où l'acteur, il aiguise sa sensibilité. Il est prêt en permanence à se dépasser lui-même. Qui es-tu? Je suis votre chauffeur. Répète, qu'est-ce que tu es? Votre chauffeur. Tout le monde peut dire ça. Très bien, ok. Alors, maintenant, vous allez trouver une liberté pour ne pas rester coincé. Donc, je regarde le bouton, c'est un objectif, c'est le spectateur. Tu. Qui es-tu? Alors, qui es-tu? Tu vas lancer. Qui es-tu? Je suis votre chauffeur. Non, je suis. Non, tu as vu? Non, je suis votre chauffeur. Je suis votre chauffeur. Papi, papa. Je pense que si on se dépasse soi-même, si on ne se surprend pas soi-même, on risque de perdre le temps. On sent, en tant qu'acteur, quand on perd son temps, qu'on est en train de répéter quelque chose qui n'est pas vivante. Parce qu'il s'agit de créer la vie.
pas de la reproduire, mais de créer ce petit instant Oui. qu'on essaye d'attraper, mais qu'on n'attrape pas. Et c'est ça qui nous maintient. On continue. Ça veut dire que du point de vue, alors bon, dans ce dialogue à trois, souvent j'amène des côtés qui viennent de ce que je connais un petit peu, qui est le fonctionnement du cerveau, la neurobiologie. Je me dis que finalement, dans cet état, c'est quelque chose qui est en plus des mots, bien sûr, de l'aspect cognitif. Évidemment, le texte reste le même. Et puis, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, alors qui vient du corps, comme vous dites, probablement, une sorte d'énergie, une sorte je ne sais pas, c'est difficile à définir, mais c'est peut-être pour utiliser, alors maintenant je passe du côté psychanalytique, ce Lebensnote, une sorte d'exigence du vivant, quelque chose qui vient habiter les mots et qui doit avoir une base neurobiologique. Est-ce que c'est que les mots sont capables de mettre en résonance le corps d'une certaine manière et que c'est ça que l'acteur arrive ensuite à transmettre? On a beaucoup parlé dans nos travaux avec François que chaque fois il y a une représentation et un état du corps et que c'est de cette tension que émerge une force, la pulsion, pour parler en termes psychanalytiques, et peut-être c'est ça que vous arrivez à susciter chez l'acteur, c'est-à-dire de donner de la vie aux mots, et cette vie vient du corps plutôt que simplement de l'aspect cognitif du contenu des mots, de la répétition de ces mots. Je crois qu'il faut partir d'une base. Le théâtre n'est pas fait que de mots. Ouais, c'est ça. Le théâtre n'est pas que le texte, bien que le texte est la source ou le prétexte d'une rencontre. Le texte et le prétexte. Le texte, Ouais, c'est un C'est quelque prétexte. chose qui m'a frappé déjà dans des échanges qu'on a eu l'occasion d'avoir, c'est l'idée que le texte n'est qu'un prétexte. Enfin, j'avais jamais entendu le texte comme ça. Oui, c'est une occasion. C'est une occasion, et entre Pour la deux vie. mots, entre deux mots ou entre deux phrases, il y a énormément d'informations que l'acteur reçoit. Et c'est de la lumière, l'odorat fonctionne, un bruit inattendu, quelqu'un qui tousse dans la salle, quelqu'un qui rit au moment inattendu, un téléphone qui sonne. Tous ces éléments sont... L'acteur, il nourrit son texte de tout cet extérieur, de toute cette information extérieure. Lorsqu'on est en création, lorsqu'on n'a pas les spectateurs, nous sommes extrêmement concentrés au point où je dirais qu'on est distrait en même temps. Parce qu'on est en train de se nourrir de tout ce qu'il y a autour de nous pour essayer de trouver un sens et essayer de lui donner un corps à ce texte. Sinon, comme le disait Ariane Mouchkine, ça devient très vite de la littérature en costume. Et là, on va tomber très vite dans l'ennui. Et parce que aussi, il y a un autre aspect, c'est la qualité sonore qui ont les mots. Et mon travail, il est extrêmement exigeant parce que je dois être concentré non seulement sur ce que l'acteur produit, mais sur tout ce qui l'entoure. Et on me pose souvent la question, mais Omar, d'où viennent toutes ces idées? Parce que, a priori, apparemment, dans mon théâtre, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est un travail de peintre, c'est un travail de musicien, c'est un travail de danseur. Il y a beaucoup de choses qui se rencontrent. Et je suis attentif, quand je dis que c'est exigeant, je suis attentif à tous ces événements qui se passent. Et surtout, le plus curieux, c'est que les accidents, l'inattendu, c'est ça.
L'inattendu amène un message, quelque chose, peut-être la réponse à ce que la raison n'a pas pu définir. Donc, souvent, une tirade, que ce soit d'Euripide ou de Shakespeare, c'est cet inattendu, c'est duende qui arrive et qui nous dit, là, il y a une solution. Ouais. Et je fais confiance à ça. C'est extraordinaire. Ça, là, il y a la relation. Vous l'avez senti. La relation. Non, n'y vais pas, non, je ne veux pas. Voilà, c'est la farce. Et ça a un sens dans le spectacle. Ils ont fait la fête toute la nuit. Et à partir de là, on construit le personnage. Et ça veut dire que ce surgissement de l'inattendu qui modifie, qui crée un effet de vie, quoi, finalement, un effet de vivant. Ce surgissement d'inattendu, il implique un rapport au temps particulier. J'ai l'impression que ça va toujours aussi, un sentiment phénoménologique. Un spectacle mis en scène par Omar Porras, c'est une vitesse incroyable, il y a une dimension de rythme, il y a des moments de crise, il y a des surgissements, des retournements. Hein, c'est-à-dire finalement, c'est une sorte de sculpture du temps, hein, une mise en jeu d'une temporalité tout à fait particulière. Parce que la surprise, c'est casser quand même, casser, c'est créer une discontinuité dans le temps. C'est un maniement du temps. C'est comme la musique. Il y a un côté, la chorégraphie. Tous c'est des arts vivants qui mettent en jeu une temporalité vivante, qui convoque tout le monde au présent dans un instant, presque un instant de crise, quoi. J'ai l'impression que un texte, il a parfois un caractère végétal, un texte peut être minéral, un texte peut être animal. Donc, en général, un texte, il a une pulsation, il a un rythme cardiaque. Et ce texte, il a une vie. Et le secret au théâtre, contrairement à l'opéra, ce qui est fascinant de voir ces deux mondes, c'est comme ces rituels qu'on fait, certaines cultures, pour appeler la pluie. Pour qu'il pleuve, on appelle la pluie avec une danse, avec des tambours. Au théâtre, c'est ça. Nous faisons ces rituels pour appeler la pluie. La pluie, c'est la musique du spectacle. Le théâtre n'a pas une partition. En fait, visible. Elle a une partition cachée, mystérieuse. Il faut trouver sa musique. Hein? L'opéra, elle a sa musique. Ce qui est fascinant, et la grande différence de monter un spectacle de théâtre, monter un opéra, c'est que quand on commence à monter un opéra, on sait à quel rythme elle va, on sait combien elle va durer. Un spectacle de théâtre, on ne sait pas combien ça va durer. On peut dire, oui, j'ai envie que ça dure 1h45. Mais parfois, on est à 4 heures, à 2 semaines du spectacle, on est à 4 heures et on dit, on ne peut pas faire un spectacle de 4 heures. Ou on peut, mais est-ce que le spectateur a cette capacité de résister cette lenteur qu'on a découverte? Et souvent, on se voit obligé à resserrer. Donc, le rythme cardiaque du spectacle, du pauvre texte, va très vite jusqu'à la crise. Cette crise d'émotion et qui provoque une certaine exaltation, un certain calme. Et mon travail, c'est aussi gérer tous ces rythmes. C'est de provoquer cette accélération et de la calmer aussi. Ça veut dire que c'est créer des rythmes, des pulsations, des moments de crise, des césures qui au fond, sont une lecture. Au fond, le texte est un prétexte à créer ça, quoi. C'est le temps qui rend le texte vivant, quoi. Ça, c'est le temps du spectacle. Parce que je vais prendre un exemple, un spectacle que j'ai vu, c'est par exemple Roméo et Juliette, qui était en français et en japonais.
à un moment, bon alors Roméo et Juliette, il y avait des sous-titres. Là, il n'y avait pas le sous-texte, mais il y avait les sous-titres qui étaient présentés. Au bout d'un moment, j'ai plus besoin de lire les sous-titres, quoi. Je comprenais extrêmement bien le japonais. C'était une expérience étonnante pour moi de me mettre à comprendre le japonais à travers cette mise en scène qui, en fait, utilisait plein d'autres canaux, le geste, le rythme, le temps. Enfin, je commence à saisir pourquoi j'ai compris le japonais, que j'étais peut-être pas capable de parler, mais de le comprendre. Ça, c'est les autres éléments qui constituent le théâtre. Je disais tout à l'heure, le théâtre n'est pas fait que du texte. Le théâtre c'est aussi l'objet. Le théâtre, c'est le temps. Le théâtre, c'est aussi l'espace. Le théâtre, c'est aussi le silence, la musique. Et ce qui est formidable, c'est toutes ces possibilités, ces rencontres des éléments et avec lesquels on fait un cocktail. Ouais. Mais bon, ça veut dire que là, je prends un moment à nos énigmes partagées. C'est-à-dire le théâtre d'Omar Porras, c'est vraiment une exploration entre la représentation théâtrale, mais enfin représentation psychique, et les états du corps. C'est ça, c'est un tissu, c'est une mise en relation, c'est une façon de dresser des représentations, des mots, avec des états du corps, qui sont mis dans un état très particulier. Mais c'est de là d'où émerge, pour faire un peu de théorie, d'où émerge ce qu'on appelle la pulsion, oui. C'est-à-dire cette tension entre une représentation et un état du corps va générer cette vie, quand même, ce Lebensnote, comme on a dit. Cette pulsion qui pulse. Qui pulse, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vie, sa vie. Mais là, on touche à quelque chose qui est fondamental dans notre travail, c'est qu'avant les textes, chez nous, il y a le corps. Et on construit d'abord le corps. On construit les contenants. Et une fois qu'on a un contenant, on amène le texte qui est le contenu. Et le contenu s'adapte à ce contenant. Il peut être large, il peut être plus épais, il peut être plat, il peut être horizontal, vertical. Et c'est ça le corps de l'acteur. Donc le corps de l'acteur est entraîné vocalement, musculairement. On fait notre travail, implique tout l'organisme. Donc c'est un théâtre organique, extrêmement organique. Et je vous racontais une anecdote. Quand j'ai mis en scène Les Acteurs du Roi à la Comédie Française, et j'ai mis en scène un Lope de Vega, Pedro et le Commandeur, et c'est une rencontre fabuleuse avec ces acteurs. C'est des interprètes et des créateurs à la fois extraordinaires. Et ils ont un grand défaut, c'est qu'ils sont extrêmement efficaces. Et ça peut être un défaut, cette efficacité extrême. Donc, j'ai travaillé énormément, j'ai amené un percussionniste africain, et on travaillait énormément sur les rythmes, les courses, des dynamiques. Et il s'était fasciné parce qu'on jouait beaucoup, on dansait, on courait, bref, un entraînement assez poussé. Et un des sociétaires, d'une manière très charmante, m'a dit « Mais mon cher Omar, ça fait quelques semaines qu'on fait des entraînements physiques, on travaille les masques et les textes. » J'ai dit « Mais les textes, vous les connaissez, vous savez gérer ça très bien. Faites-moi confiance, une fois que le contenu sera bien élaboré, comme j'ai envie pour que vous jouiez les masques, le texte est rentré, le texte de Lope de Vega, sévère, sublime, et ils sont rentrés. Et puis, cette composition a fait quelque chose d'assez extraordinaire comme résultat. Comme quoi, il faut passer d'abord par le corps, parce que la voix est corps. La voix est un organe qui touche. La voix, elle peut nous émouvoir. Quand on est à l'opéra, à 18 mètres de distance d'un chanteur, on dit « sa voix me touche ».
Ben oui, elle nous touche, elle nous caresse, elle nous serre, et elle nous fait des étreintes. Et c'est ça l'émotion. On sent que cette voix nous remplit. Donc, elle est corps. Donc, elle est aussi matière. Et pour que la parole soit forte, pour que la parole frappe à l'endroit qu'on a envie qu'elle frappe ou qu'elle touche, il faut qu'elle soit bien musclée, bien formée, d'un corps qui a des racines, un corps vivant, pas qu'un corps, un corps intelligent seulement, un corps qui bouge, qui danse, qui crie, qui pleure. Oui, non, c'est clair. Mais je reviens juste sur ce contraste entre interprétation et création. Et en fait, si on devait saisir la différence, parce que finalement, on peut aussi se dire, juste pour la discussion, que dans l'interprétation, il y a aussi un état du corps. Je veux dire, si on prend, par exemple, les théories de comment il s'appelait, Stanislavski, voilà, en disant il faut se mettre dans un état du corps pour transmettre une émotion et pas l'inverse, en fait. Là, il y a aussi le corps, mais c'est différent de la création. Je pense que la différence, c'est la vie, ou cette espèce d'élan vital qui vient par la création. Mais enfin, là, vraiment, c'est juste pour la discussion. Mais comment? Parce que dans l'interprétation aussi, bon, il y a soit la lecture, comme ça, comme si c'était un robot qui lisait. Là, il n'y a pas de corps, il y a que le cognitif, que le cerveau qui produit des mots. Après, il y a l'interprétation où on imagine quand même qu'en principe, on doit mettre quelque chose qui vient du corps. Et puis, il y a la création, c'est encore autre chose. Il y a la vie qui vient en plus, ou un élan vital. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces trois distinctions? Oui, ça me fait penser à une notion qu'on travaille beaucoup dans notre pratique, qui est inspirée des grands maîtres de l'Orient. C'est que le corps doit rester en permanence comme une flamme. Donc, cherche toujours une verticalité. Mais cette verticalité, elle est souvent et sans cesse affectée par un courant d'air, par l'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'elle danse. Donc, c'est un corps qui danse. Ce n'est pas seulement la question esthétique de la beauté du corps, ni de la force du corps. Parce que le corps est aussi un signe, le corps écrit aussi, le corps fait, le corps crée une écriture visuelle que le spectateur lit aussi. Et à différence du danseur, il y a la parole. Et ce corps est aussi, il peut danser et bouger grâce aussi à la parole, au sens qu'on donne aux paroles, parce que la parole, elle n'est pas que dans notre tête et elle n'est pas émise que par la bouche. La parole, c'est tout le corps. Donc, nous sommes, là on rentre à notre niveau du travail. L'acteur apprend son texte. Mais l'acteur, il peut apprendre le texte d'une certaine manière, comme il conçoit que le texte doit être interprété. C'est son interprétation. Quand il arrive devant le metteur en scène n'est pas forcément d'accord avec son interprétation. Et c'est là où ça rentre, on rentre en matière, en discussion de comment faire que ma manière de voir, d'entendre ce que j'ai envie d'entendre de ces textes soit aussi la sienne. Et qu'elle soit à la fois ni imposée par moi, ni imposée par lui. Donc c'est un dialogue. Donc on cherche, ou je cherche, que l'acteur me raconte son texte de sa vie. C'est sa vie qui est à l'intérieur, c'est son expérience. Et je parle souvent de la nécessité d'aller voir chez l'ancêtre. Nous sommes constitués d'ancêtres. Il y a une mémoire.
chaque vertèbre est quelqu'un de notre passé. Et l'acteur peut aller fouiller là-dedans. Non seulement il peut, mais il doit aller fouiller là-dedans. Et on entend cette voix, cette parole ancestrale qui se réveille parfois, seulement quand l'acteur décide d'aller au-delà de lui-même. C'est-à-dire quand il accepte, pour revenir au début de la discussion, de se surprendre. Souvent, il y a des acteurs qui sortent des scènes et qui disent « Waouh, je viens de passer par un état, je viens de vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu, je viens de sentir quelque chose. » Donc l'acteur, à la fois, il est révélateur pour le spectateur, mais il se révèle sans cesse. Oui, alors c'est ça. Au fond, là, c'est un pas dans l'entretien parce qu'il y a l'idée d'interpréter un texte, que le metteur en scène est un interprète aussi, et que l'acteur est un interprète, et voilà, comme on dit les interprètes en musique. Il y a l'idée d'une création qui surgit dans la surprise, c'est deuxième notion, et qu'on a abandonné l'interprétation pour la création. Et là, c'est une troisième notion, c'est-à-dire l'idée de révélation. Enfin, c'est se découvrir autre que l'on est, devenir autre que soi, devenir soi en étant autre que soi, quoi. C'est une part de l'acteur qui est révélée dans ce travail. Et autre chose qu'une création. C'est quelque chose, c'est une mémoire, quelque chose d'inscrit, quelque chose qui est en lui, qui va le surprendre et qu'il ne connaissait pas, qui est déposé en lui et dont l'expérience va lui révéler cette part de lui, quoi. C'est ça. Il va lui révéler une nouveauté, mais à la fois, cette nouveauté, elle était en lui, c'est lui. Mais ça, c'est une création tout à fait particulière. Hein. C'est une création, c'est l'idée de la découverte. On découvre. Il fait une découverte. J'appelle ça des révélations. C'est des révélations, c'est-à-dire, c'est comme des palimpsestres. C'est des choses qui existent, mais qu'on enlève des couches. Le travail, si vous voulez, qu'on pratique, c'est d'accompagner l'acteur à ses propres limites. Et c'est fabuleux. Parce que quand il est devant ses limites, c'est-à-dire qu'il a déchargé déjà son bagage, il a montré tout ce qu'il a, il est dans un état il est perdu, parce qu'il n'a plus de moyens. Et c'est justement là où commence le travail. C'est là où on commence à travailler. On va aller au-delà, on va aller à un autre endroit. On va chercher cette nouveauté, cette découverte. Mais ça, alors, donc là, on a vu le metteur en scène, l'acteur. Et en écoutant cette description, moi qui n'étais ni metteur en scène, ni acteur des spectacles d'Omar Porras, dans la salle, le spectateur, il est lui-même dans cet état-là. Parce qu'en fait, le metteur en scène est aussi un metteur en scène du spectateur, dans cette perspective. Parce que s'il révèle quelque chose à partir d'un texte qui est un prétexte, qui est révélé à lui-même chez l'acteur, il y a une révélation à soi-même chez le spectateur. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas du tout. Le metteur en scène est le premier spectateur d'un spectacle. Je suis tout le temps en état de me laisser surprendre. Il n'y a pas longtemps, je disais à un jeune comédien qui commence à travailler avec nous, je disais, excuse-moi, j'aimerais que ça soit clair. Chaque fois que tu es sur le plateau, je veux du théâtre. Je vais être surpris. Oui, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben non, je ne serai pas surpris. Faites, construisez, inventez. Et donc là, l'acteur rentre dans un état de préoccupation, d'angoisse ou de nécessité de s'attacher à quelque chose et montrer quelque chose, fabriquer quelque chose, construire quelque chose qui va lui sauver cet instant
qui va lui permettre d'exister sur scène. C'est très curieux le travail de l'acteur. On cherche à exister sur scène, que mon personnage existe sur scène. Et si on sent 2 secondes, 3 secondes que le personnage n'existe pas, c'est pour nous terrible. On sent qu'on plonge dans... Ça veut dire qu'à ce moment-là, le temps est cassé, le rythme n'existe plus. Il n'y a plus de chorégraphie, Pulsation. il n'y a plus de pulsation. La vie s'est arrêtée, quoi. La flamme s'éteint. La flamme s'éteint. Et mon travail, c'est de La faire repartir. de rallumer, de provoquer, et si c'est ci, et si c'est là, et de rendre vivante cette flamme. Mais il y a cette idée qu'on a souvent évoquée, bon, c'est un peu théorique, mais moi ça me parle en fait aussi par rapport à ce que Omar dit, la question de diachronique et synchronique, c'est-à-dire que le texte ou tout ce que l'acteur a appris, effectivement c'est une séquence de mots qui viennent dans un certain, avec une certaine séquence, et puis il y a, on a souvent dit que justement le processus créatif émerge d'un moment synchronique où il se passe quelque chose qui à partir de ce qui est organisé séquentiellement, prend un instant unique et créatif. Et donc il y a une synchronie. Alors ce moment d'émergence, c'est le moment de la créativité. Alors dans ce que vous dites, c'est que vous arrivez à faire ça aux acteurs tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ont un texte qui est diachronique, c'est des mots les uns après les autres, et puis à chaque phrase, ou je ne sais pas, enfin en tout cas par des pulsations, par l'oxygène qu'ils arrivent à trouver grâce à ce que dans l'état dans lequel vous les mettez, ils sont capables en permanence de créer une émergence synchronique de quelque chose qui surprend, qui est unique, qui a une invention, qui est créatif. Un terme que nous utilisons souvent sur notre plateau, au théâtre, c'est le terme d'urgence. On sent que l'acteur n'est pas en urgence. Donc on est en urgence permanente. On est au service des urgences tout le temps. Et éveillé. Quand ça s'étale, quand ça abandonne, on sent que ça tombe. C'est pour cette raison que l'acteur doit être en permanence dans cet état de départ, comme dans... les starting blocks. Les starting blocks. Et tout le temps attentif à tout ce qui se passe. Et s'il relâche un instant, bah, c'est cet instant où l'objet n'arrive pas au bon endroit, où la note musicale est ratée, où la parole. Et il ne s'agit pas de donner la réplique seulement. Il s'agit avant de donner la réplique, il y a quelque chose de vivant qui se passe entre les yeux, c'est quelque chose de très charnel finalement. Et on sent quand l'acteur est avec nous. On sent quand l'acteur est en train de penser à autre chose. Oui, donc c'est une urgence de la vie, quoi. Lebensnot. Oui, c'est ça. C'est une exigence, une urgence du vivant. C'est vital. C'est pour ça que l'acteur, lorsqu'il sort des scènes, il est dans un état... J'aime beaucoup regarder les visages des acteurs quand ils sortent des scènes, parce qu'ils ont traversé quelque chose. Les chanteurs d'opéra, c'est fabuleux, c'est ce qu'ils donnent à un chanteur. Mais c'est de l'ordre du divin ce qu'un chanteur produit. Hein? Et en lui-même et dans la salle. Et quand il sort, ils sont dans un état fabuleux. C'est un orgasme. Il reste là. Et cet état prend son temps avant de se calmer. C'est pour ça que aussi la vie de l'acteur est particulière. On travaille la nuit et on ne va pas s'endormir à 1h, 2h du matin. Ça travaille, ça continue. Le corps, il sort d'un état d'urgence. Quand on sort d'un choc, on ne s'endort pas facilement. L'adrénaline qu'on gère, les intentions, l'impulsion, les impulsions sont énormes. Et
Pour cela, je considère qu'il faut un entraînement aussi pour savoir gérer ce type de vie, des rythmes de vie. Mais c'est un état d'urgence, urgence de la vie. Donc c'est un état de surprise, parce qu'en fait on est parti de la surprise, mais on reste sur la ligne de crête de la surprise. On pourrait dire que c'est presque un état de crise, parce que la personne doit, au fond, elle n'est plus elle-même dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'il se rattrape à quelque chose qui est quoi, la mise en scène, le texte, le sens, le geste. Parce que si on le définit dans cet état, que j'entends bien dans les mots que vous utilisez, on se dit, bon, c'est une sorte d'état où on est complètement dans l'instant présent, mais paradoxalement, on n'est plus du tout soi-même, quoi. Enfin, et en même temps, on se découvre entièrement. Donc c'est un état intermédiaire, quoi, que moi je verrais plus comme la crise que l'urgence. Enfin, l'urgence, bon, c'est peut-être que je suis clinicien, l'urgence, c'est ce qui tombe sur le sujet, quoi. Le truc imprévu le traumatisme. Et après, il faut transformer le traumatisme, l'urgence, en crise. C'est-à-dire remettre le sujet dans le temps, quoi, dans le temps de l'autre. Je dirais qu'il y a les deux niveaux. D'abord, il faut être en état d'urgence en permanence pour pouvoir gérer des crises. Oui. Sinon, on ne gère pas les crises. Effectivement, c'est un état de crise. Juste avant d'entrer en scène, moi-même, je suis acteur. Il y a quelques heures, j'étais sur scène. Avant que le spectacle commence, mon cœur, il va très vite. Et je vois que mon comportement n'est pas un comportement normal. Et entre nous, il y a des rires, des blagues, il y en a un qui court, il y a l'autre qui a envie de vomir, il y a l'autre qui a envie d'aller aux toilettes. Ça provoque, chaque acteur a son Le corps, il est vraiment là, quoi. parce que ce qu'on doit produire doit être très précis, ça doit être à l'endroit, mais on sait que ça ne sera pas la même chose. Et c'est ça qui est fabuleux. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Il suffit qu'il y a quelque chose qui nous distrait et il y a un mot qui part et... Mais bon, ça veut dire que vous êtes totalement préparé à l'imprévisible. C'est ce que je cherche avec les entraînements, avec la préparation de l'acteur. Mes répétitions durent assez longtemps. Il m'arrive de créer des spectacles en 13 semaines. C'est beaucoup. On dit que c'est un luxe. Non, ce n'est pas un luxe. La création doit avoir ses moyens d'expérimenter puisque nous sommes conscients que nous sommes dans un laboratoire. Un laboratoire où nous explorons sur nos sensations, sur notre cœur, sur notre esprit. Mais en même temps, on est en train d'explorer sur des matières, sur la matière, sur la technique, sur l'esthétique. Nous avons aussi la pression d'un délai. Et donc, il y a beaucoup de paramètres qui nous poussent, quand on est en état de création, à savoir que ce qu'on fait, c'est improvisé. Même les metteurs en scène qui viennent avec son idée bien ficelée, il sera toujours étonné. Toujours étonné. Et j'évite de venir avec des bonnes idées. Ces bonnes idées, en général, elles ne marchent pas. Quand un acteur me dit « j'ai une bonne idée, Omar, je vais te raconter », je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Fais-le. Montre-moi. Cette idée, si elle devient une action, elle est juste. Dans cette manière de définir le théâtre qui fait Lorca, il dit que le théâtre est la poésie qui sort du livre et qui s'est fait humaine. Et s'est fait son, elle chante, elle rit, elle pleure, elle désespère, elle danse.
revenir à la question de l'idée, c'est vrai que si cet acteur, pour prendre l'exemple, vous donne son idée lui-même, et il ne la met pas en action, il n'y aura plus de surprise. Donc en fait, il l'a perdu. Cette idée, elle est perdue. Et c'est dans l'action que vient cette surprise. Enfin, ouais, c'est vraiment... Moi, ce qui me frappe... D'ailleurs, en parlant, en vous écoutant, on est déjà... Je sens qu'on est dans un état de plus concentré, plus vif, parce que c'est cette recherche permanente, une sorte d'une instabilité, comme la flamme, l'image de la flamme est belle, c'est instable et en même temps c'est permanent, c'est là et c'est vivant. Oui, c'est l'urgence de l'instant. Parce qu'en fait, mais en permanence. Dire acte, action, c'est dire un certain rapport au temps. Au temps et à l'espace. Si on dit j'ai une idée, ça veut dire que c'est déjà passé. Voilà, c'est ça, exactement. C'est comme, il n'y a plus l'urgence. C'est comme si on prépare une séance de psychanalyse, parce que en disant voilà, je vais dire ça. À ce moment-là, il n'y a pas eu de séance. La séance d'analyse, c'est un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire une expérience avec la parole qui se fait comme ça en direct, au présent.